Bonsoir à tous, merci de rester avec nous et bienvenue si vous nous rejoignez pour cette nouvelle édition du journal de la Côte d'Opale. Alors je me trouve actuellement au Succès Berquois, une confiserie traditionnelle qui existe depuis 1922. Alors je vous propose de voir ça tout à l'heure. Pour l'instant, on fait le tour de l'actualité quotidienne de la Côte d'Opale. Visite ministérielle sur les sites de préparation olympique de la Côte d'Opale. Valérie Fourneron, ministre des Sports, était ce vendredi dans notre région pour découvrir les différentes installations qui accueillent les nations françaises et étrangères, comme le parc de Gravelines. On sait accueillir des sportifs de haut niveau, à la fois toutes ces délégations étrangères, ces équipes de France qui sont là à 7 jours des Jeux Olympiques pour nous montrer une nouvelle fois combien ils vont être les meilleurs ambassadeurs de notre territoire. Les grandes manifestations sportives, et la première d'entre elles, les Jeux Olympiques et Paralympiques, sont des moments qui permettent le rayonnement d'un pays, qui permettent l'attractivité d'un territoire et qui permettent de montrer que la France a à la fois de très grands sportifs et de très grandes qualités d'accueil. La ministre des Sports a découvert ce site nautique, mais a aussi rencontré les athlètes russes en pleine préparation. Après les Russes, Valérie Fourneron est allée à la rencontre des Français, handballeurs tout d'abord, salle de Weert à Dunkerque, et nageurs ensuite à la piscine Paul Haussmann de Dunkerque encore. À chacun d'eux, elle a délivré ses encouragements. Qu'ils aillent jusqu'au bout de l'ensemble du travail qu'ils ont mené pour être aux Jeux Olympiques. On sait tous que la qualification aux Jeux, c'est pas une fin en soi. Il faut ensuite aller jusqu'au podium. Et en ce qui concerne nos nageuses, nos nageurs et notre équipe de France de handball, et les féminines et les masculins, ils ont de bonnes chances. Et c'est pour ça aussi qu'on a envie d'être derrière eux, tout simplement, comme la grande majorité des Français. Des sportifs que vous pourrez voir en action ce week-end, puisque ce samedi, vous aurez le choix entre les entraînements publics des nageurs et des handballeurs à partir de 17h30 à Dunkerque. L'équipe féminine française de basket affrontera l'équipe de Chine à 18h au Sportica de Gravelines, tandis qu'à la même heure, l'équipe de France de hockey sur gazon défiera la Nouvelle-Zélande sur le terrain olympique au Touquet. Enfin, dimanche à 10h, c'est l'équipe de France de judo qui vous attend au dojo d'Étaples pour un entraînement public. Le Succès Berquois, voilà une confiserie qui porte bien son nom. Des Pyrénées au Pas-de-Calais, 4 générations se sont succédées à la tête de la boutique. 90 ans qu'on caramélise, qu'on malaxe et façonne, berlingots et sucettes, au cours d'un rituel immuable. Ce que les gens voient aujourd'hui, c'est comme hier, c'est comme en 1922, c'est ce que je dis quand j'ai des groupes et quand on a des groupes d'anglais qui viennent assister à nos démonstrations. Je leur dis, imaginez dehors des femmes avec les robes longues, les chapeaux haute forme, les ombrelles. C'est comme autrefois, les carrosses, il n'y a pas de voiture, c'est exactement pareil. Tradition, voilà le maître mot au Succès Berquois. Jean-Yves, qui a pris la relève dans les années 80, l'a bien compris. Et comme autrefois, il fait de la boutique une scène de théâtre où le sucre et les parfums en tout genre sont les vedettes du spectacle. Donc là maintenant, on va faire le nouveau parfum, pomme tata flambée calvados. Donc c'est le parfum qu'on a créé donc, pour les 90 ans du magasin. On se bat pour sauvegarder justement ce patrimoine familial, mais surtout ce patrimoine français qui est devenu rare, car il y a peu d'entreprises en France qui continuent à faire ça. Plaisir des yeux, régal des papilles, les bonbons du Succès Berquois font rêver autant qu'ils caressent les palais gourmands et convoquent en chacun de nous le souvenir de l'enfance sucrée. Rencontré en début d'année, le patron du français DJ Wachel s'affairait à l'époque à mobiliser ses voisins autour d'une idée simple, dynamiser le centre-ville avec une nouvelle union commerciale. Donc on essaye de réunir les commerçants qui permettront ensuite de faire une association, si possible, pour recréer des choses, des animations durant l'année. Depuis le 12 avril, c'est chose faite, avec la création de Boulogne Cœur de Ville, dont DJ Wachel est le premier président. Il y a besoin d'insuffler un petit peu une dynamique à tous ces commerçants pour qu'ils participent à tout ce qui peut se passer, qui permettra de faire un peu d'animation, de gaieté dans la ville. À 100 € annuels l'adhésion, la participation de chaque enseigne se veut modeste pour financer des animations simples et efficaces. Donc la braderie reste un événement, je dirais, commercial en centre-ville, qui est attendu un peu par les commerçants et les clients. 50 commerçants sont d'ores et déjà entrés dans l'association, qui vient en complément des quelques autres unions commerciales de Boulogne-sur-Mer. À ce jour, on se cantonne au centre-ville, de la basse ville, pour essayer de faire quelque chose déjà de bien construit. Après, peut-être, on peut se rapprocher d'autres associations, sans pour autant les intégrer ou les faire intégrer, mais on peut se rapprocher et travailler ensemble. Ça, c'est le but de l'opération. Boulogne Cœur de Ville vise la centaine d'adhérents d'ici la fin de l'année, espérant mobiliser les nombreuses franchises
souvent désintéressée mais pourtant actrice indispensable de la dynamique des villes d'aujourd'hui. L'intrigue se déroule en 1653, le nord de la France est sous domination de l'Espagne, mais Ardres, comme Calais et Boulogne, restent attachés au royaume de France. Mais les Rambures, censés défendre cette place forte, essaient de livrer la ville aux Espagnols. Ces soldats seront défaits grâce au courage de Françoise Rose, appuyée par son père aubergiste et son fiancé. Une période sombre, historique, mais revisitée en partie par Papito, l'auteur. C'était vraiment une volonté, c'est-à-dire on a alimenté notre imaginaire de l'histoire réelle, et sur laquelle il y avait relativement peu d'éléments, mais que Michel Cabal d'Ardres nous a mis à disposition, et également la famille de Saint-Just, dont un des ancêtres a participé directement à la conjuration des Rambures. Les dessins sont l'œuvre de Johan Petit, qui a dû imaginer Ardres à cette époque, car il ne reste que peu de représentations de la ville au XVIIe siècle. Bon, l'architecture, j'ai trouvé quelques trucs sur les murailles, les remparts. L'église, par exemple, en vérité, elle n'était pas exactement comme... Là, je l'ai refaite comme elle est actuellement, parce que je n'avais pas encore les documents à l'époque. Je les ai trouvés qu'après avoir fait la BD. Donc l'architecture, j'ai beaucoup imaginé par rapport aux vieux bâtiments qu'il y a ici dans la région. Cette bande dessinée est une réalisation des éditions du Camp du Drap d'Or dans la collection Patrimoine et Histoire. Voilà une idée originale de sortie pour le week-end. Depuis le 30 juin dernier, le village de Bosquep, à la frontière belge, a vu s'ouvrir un musée de la radio. À sa tête, Didier Parent, un collectionneur devenu conservateur, heureux de pouvoir présenter au public une partie des pièces rares et anciennes qu'il gardait jusque-là chez lui. Au total, c'est un peu plus de 300 postes qui sont exposés. Ce musée, c'est l'histoire de la radio et son évolution au fil du temps. Tout ce qu'on a aujourd'hui, nos téléphones portables, etc., de cette petite chose, c'est déjà les physiciens d'il y a un siècle qui ont trouvé les principes de tout ça, parce que la radio n'a pas changé. Aujourd'hui, au lieu de mettre de la parole directement sur une onde HF, on met tout simplement des ondes binaires, des 1 et des 0, c'est le numérique, c'est la TNT, etc. Mais si ça n'était pas réalisé plus tôt, c'est parce qu'il n'y avait pas les moyens techniques de faire ça. Intarissable sur les technologies et sur les différents postes qu'il possède, Didier fait voyager dans le temps et sait parfaitement communiquer sa passion. Et quand on veut s'en servir, on l'ouvre et puis on le met en route. Le musée de la radio de Bosquep est ouvert tous les week-ends de 15h à 18h jusqu'au 30 septembre, mais également sur rendez-vous pour les groupes. Le tarif est de 5 €. Dernière balance dans l'après-midi face à un espace encore désert pour le groupe lorientais Alambic Électrique. Hier soir, c'était eux qui ouvraient le bal pour le festival Etlin de Boom 11e édition. Les musiciens revendiquent leurs influences, ils font de la musique bretonne à danser, mais y ajoutent leur touche de 21e siècle. On a fait un parti pris, c'est de travailler avec des machines donc pour donner un son moderne. Et en même temps, on a quand même des basses, des basses très traditionnelles dans le style des morceaux. Et puis on aime bien rajouter aussi des petites touches un peu années 70, un peu disco, voilà, et même des airs aussi de la musique bretonne de cette époque-là, quoi. Pour Alambic Électrique qui court tout l'été les scènes traditionnelles, surtout répandues en Bretagne, à l'image du Festival interceltique de Lorient ou encore celui des Cornouailles, Etlin de Boom peut désormais se ranger aux côtés des plus grands. C'est un festival qu'on a vu grandir depuis le début, prendre de l'ampleur. C'est un rendez-vous incontournable, elle est connue par beaucoup de musiciens. Enfin, il y a déjà eu un beau brassage de musiciens traditionnels de toute l'Europe, même au-delà, ici à Etlin de Boom. Le brassage continue tout le week-end jusqu'à dimanche soir avec des formations de tous les horizons, de la Grande-Bretagne à la Gascogne et de l'Espagne à la Flandre. Un voyage musical gratuit pour tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, c'est place à la dégustation. Portez-vous bien, excellent week-end et à bientôt sur Opal TV.